J'ai tenu la main de ma fille pendant que les machines émettaient leur rythme régulier. Grace avait 3 ans et ses doigts étaient si petits qu'ils entouraient à peine mon pouce. Le service d'oncologie pédiatrique sentait l'antiseptique et l'espoir artificiel, et j'avais mémorisé chaque fissure dans les dalles du plafond au-dessus de son lit. Maman, on pourra aller au parc quand je me sentirai mieux? Chuchote Grace, la voix éraillée par le tube respiratoire qu'on lui a retiré ce matin-là. Absolument, ma chérie, dis-je en brossant ses cheveux fins sur son front. Nous irons sur les balançoires, comme avant. Grace a souri. Pendant un instant, j'ai pu prétendre que le cancer qui ravageait son petit corps n'était qu'un cauchemar dont je me réveillerais. Mais les médecins avaient été clairs lors de leur dernière rencontre avec moi. Stade 4. Neuroblastome. Le traitement expérimental avait échoué. Nous n'en avions plus que pour quelques semaines, voire quelques jours. Mon téléphone a sonné dans ma poche. Je l'ai ignoré. Rien ne comptait sauf ce moment, cette main dans la mienne, cette précieuse enfant qui avait transformé mon monde de noir et blanc en couleur brillante dès sa naissance. Le téléphone a de nouveau sonné. Et encore. Tu peux vérifier, maman, dit Grace. Je vais bien. J'ai sorti mon téléphone, m'attendant à recevoir des messages de mon supérieur au centre de santé communautaire où je travaillais en tant qu'infirmière. Au lieu de cela, j'ai vu 17 messages de ma sœur, Vanessa. Le premier m'a retourné l'estomac. Mira, je sais que c'est difficile pour toi, mais j'ai vraiment besoin que tu sois là pour ma pendaison de crémaillère. J'ai enfin acheté la maison de mes rêves. J'ai regardé l'écran. Vanessa savait que Grace était mourante. Elle lui avait rendu visite une seule fois au cours des 6 derniers mois, restant 20 minutes avant de se plaindre des frais de parking de l'hôpital. J'ai fait défiler les autres messages. Chacun était plus insistant que le précédent. Maman et papa arrivent par avion. Tout le monde sera là. Je pense au 15 juin. Ça te va? Tu as été tellement concentré sur Grace. Je sais que tu as besoin de cette distraction. Le 15 juin. J'ai regardé ma fille, j'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser sous l'effet de l'effort. Les médecins nous avaient donné jusqu'à la mi-juin au mieux. Ma sœur voulait fêter sa nouvelle maison pendant que j'enterrais mon enfant. Je n'ai pas répondu. J'ai rangé mon téléphone et j'ai chanté la berceuse préférée de Grace jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ce soir-là, j'ai appelé Vanessa à la cafétéria de l'hôpital. Elle a répondu dès la première sonnerie, la voix brillante et enthousiaste. Mira, tu as vu mes messages? N'est-ce pas excitant? La maison a 4 chambres. Tu imagines? Vanessa. Je ne peux pas parler de l'organisation de la fête pour l'instant. Grace je sais. Mais tu ne peux pas mettre toute ta vie en suspens pour toujours. C'est une étape importante pour moi, et j'ai besoin que ma sœur soit là. J'ai fermé les yeux. Vanessa avait toujours été comme ça. Tout tournait autour d'elle. Lorsque je me suis mariée, elle a annoncé ses fiançailles à la réception. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, elle est arrivée en retard et a passé le dîner à parler de sa promotion dans l'entreprise de vente de produits pharmaceutiques où elle travaillait. À quelle date pensais-tu, lui ai-je demandé, même si je le savais déjà. Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Le 15 juin. C'est parfait. Un temps estival. Tout le monde est disponible. Maman et papa sont très enthousiastes. Ils ont déjà réservé leur vol depuis Phoenix. C'est quand Grace pourrait. Ma voix s'est brisée. Les médecins ont dit que nous devrions être au début ou à la mi-juin. Il se peut que j'organise des funérailles à ce moment-là, Vanessa. Le silence s'est installé entre nous. Puis Vanessa a poussé un soupir, le genre de soupir qui disait que j'étais difficile. Mira, je comprends que tu traverses une épreuve terrible. Je comprends très bien. Mais la vie continue, tu sais, et tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde mette sa vie entre parenthèses indéfiniment. Si quelque chose arrive avec Grace, on pourra s'arranger. Mais j'ai déjà fait des dépôts auprès des traiteurs. Les invitations sont chez l'imprimeur. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Tu veux dire que ta pendaison de crémaillère est plus importante que la vie de ma fille? Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ne déforme pas mes propos. Je dis que nous ne pouvons pas vivre dans l'incertitude pour toujours. Et honnêtement, tu pourrais avoir besoin de cette distraction.
C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Grace est morte le 9 juin, juste après le lever du soleil. Je lui tenais la main. Elle a ouvert les yeux une dernière fois, m'a souri et a murmuré « Je t'aime, maman ». Puis elle a disparu, la machine s'est mise à hurler, les infirmières se sont précipitées, quelqu'un m'a éloigné du corps de ma fille et je n'arrivais plus à respirer. Les funérailles ont été fixées au 15 juin. C'était la date la plus proche à laquelle les pompes funèbres pouvaient tout organiser. J'ai appelé mes parents ce soir-là, la voix creuse. J'ai dit. L'enterrement aura lieu le 15 juin. L'enterrement de Grace. Ma mère est restée silencieuse pendant un moment. Oh, chérie, c'est le même jour que la pendaison de crémaillère de Vanessa. Je sais. Je suis sûre que Vanessa comprendra. Elle reprogrammera. C'est plus important. Je voulais la croire. J'attendais que ma mère me dise qu'elle appellerait Vanessa immédiatement, que bien sûr elle serait présente à l'enterrement de leur petite fille, que rien ne comptait plus que d'être là pour moi. A eu lieu de cela, ma mère a dit, laisse-moi parler à ton père et à Vanessa. Nous trouverons une solution. Ce soir-là, Vanessa m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi espérait qu'elle ferait ce qu'il fallait. Mira, maman m'a parlé de la date des funérailles, m'a dit Vanessa. Son ton était prudent, mesuré. Je suis vraiment désolée pour Grace. Je le suis vraiment. Merci. Mais j'ai réfléchi. Et je ne peux vraiment pas changer la date de la fête. J'ai plus de 100 personnes invitées. Les traiteurs, le groupe, tout est prêt. Cela me coûterait des milliers d'euros de reporter la date. J'ai déjà perdu la compte sur la location de la tente parce qu'elle est réservée pour le reste de l'été. J'avais l'impression d'être sous l'eau, ces mots me parvenant de très loin. Vous voulez que je change la date des funérailles de ma fille? Eh bien, je veux dire, est-ce que ça doit être ce jour précis? Vous ne pouvez pas le faire la semaine d'après? Ou même la semaine précédente? Les funérailles sont plus flexibles que vous ne le pensez. Et la mère de mon ami est morte l'année dernière et ils ont attendu presque 3 semaines pour la cérémonie. Grace est au funérarium, Vanessa, dans un réfrigérateur. Tu veux que je laisse le corps de ma fille dans un entrepôt pour que tu puisses faire ta fête? Ne sois pas dramatique. Je dis juste qu'il y a des options. Et honnêtement, Mira, un enterrement est un événement tellement triste. Il vaudrait peut-être mieux que tout le monde ait le temps de se recueillir avant de se rassembler. Vous voyez? Laissez le choc se dissiper. Le choc de la mort de ma fille. Oui. Écoutez, je ne veux pas me disputer avec vous. Vous êtes en deuil et vous n'avez pas les idées claires. Pourquoi ne pas parler aux pompes funèbres? Explique la situation. Je suis sûre qu'ils peuvent vous arranger. M'accommoder à ta fête. La voix de Vanessa se durcit. Tu es égoïste. C'est un moment important de ma vie et tu essaies de le gâcher. Tout tourne toujours autour de toi et de tes problèmes. Certains d'entre nous réussissent dans la vie, Mira. Certains d'entre nous ont des choses à célébrer. J'ai raccroché à nouveau. Cette fois, j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, mon père a appelé l'hôpital où je campais toujours dans la salle d'attente familiale. Incapable de faire face à mon appartement vide. Quelqu'un à l'infirmerie est venu me chercher. Mira, votre père est en ligne. J'ai pris l'appel dans une salle de consultation vide. Chérie, ta mère et moi avons discuté, dit mon père. Sa voix avait cette gaieté forcée qu'il utilisait lorsqu'il annonçait de mauvaises nouvelles. Nous pensons que Vanessa a raison. Cela lui coûterait très cher de tout changer maintenant. Et vous savez combien elle a travaillé dur pour obtenir cette maison. Peut-être pourriez-vous déplacer les funérailles? Nous pourrions tous être là si c'était un autre week-end. Vous choisissez la fête de Vanessa plutôt que les funérailles de Grace. On ne choisit rien du tout. Nous essayons de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Ça a été une période difficile pour toute la famille. Pas seulement toi. Vanessa était stressée par la fermeture de la maison. Ta mère s'est fait un sang d'encre pour tout le monde. J'ai dû m'absenter de mon travail pour faire face à toute cette agitation émotionnelle. Je répète, des bouleversements émotionnels. Ta petite fille est morte, papa, et nous avons le cœur brisé. Tu le sais bien.
Mais Grace ne voudrait pas que nous arrêtions de vivre. Elle voudrait que nous célébrions la vie. La nouvelle maison de Vanessa parle d'avenir, d'espoir. Peut-être que c'est exactement ce dont cette famille a besoin en ce moment. J'ai regardé le parking par la fenêtre, j'ai regardé les gens aller et venir. Vivre leur vie normale. Alors tu vas à sa fête. Mon père a hésité. Nous avons déjà acheté les billets d'avion. Et Vanessa a vraiment besoin de nous. Cela fait des mois qu'elle planifie tout cela. Ce n'est pas comme si on ne se souciait pas de Grace. Nous avons envoyé des cartes. Nous avons appelé quand nous le pouvions. Vous êtes venus 2 fois en 6 mois. Nous vivons à Phoenix, Mira. On ne peut pas tout laisser tomber et prendre l'avion toutes les semaines. Nous avons aussi une vie. Des responsabilités. Ta mère a son club de lecture et son travail bénévole. J'ai des tournois de golf. On ne peut pas nous demander de tout mettre entre parenthèses. Quelque chose en moi est devenu très silencieux et très froid. Ne viens pas à l'enterrement, ai-je dit. Va à ta fête. Célébrez la maison de Vanessa. J'espère que vous passerez tous un moment merveilleux. Mira. Ne sois pas comme ça. J'ai raccroché. Ma mère a appelé 1 heure plus tard. Puis Vanessa. Puis mon père à nouveau. J'ai bloqué tous leurs numéros. Ce soir-là, ma meilleure amie Julia est venue à l'hôpital avec du café et m'a forcé à manger quelque chose. Elle était l'infirmière responsable de l'unité de soins intensifs pédiatriques, et elle avait été présente à chaque étape de la maladie de Grace. Ta famille est folle, m'a dit Julia, ses yeux sombres enflammés. Qui a fait ça? Qui préfère une fête à un enterrement? Des gens qui ne se sont jamais vraiment souciés de la situation, ai-je répondu. Ma voix sonnait étrangement à mes propres oreilles. Plate. Vide. Qu'est-ce que tu vas faire? Organiser les funérailles. Dire au revoir à ma fille. Essayer de comprendre comment continuer à respirer. Julia m'a serré la main. Je serai là. Tous les gens de l'hôpital qui aimaient Grace seront là. Tu n'es pas seule. Mais j'étais seule. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule de toute ma vie. L'enterrement était petit. Julia est venue. David, le père de Grace, est venu en avion de Seattle, où il avait déménagé après notre divorce. Nous nous étions séparés lorsque Grace avait 1 an, et il avait été sporadique dans son implication, mais il l'avait aimée à sa manière. Son visage était ravagé par le chagrin. Quelques collègues de la clinique étaient présents. Quelques voisins. L'institutrice de Grace, qui a sangloté pendant toute la cérémonie. Ma famille n'était pas là. Je me suis tenue devant le petit cercueil blanc de Grace et j'ai prononcé l'éloge funèbre que j'avais écrit à 3 heures du matin. Mes mains tremblant tellement que le papier s'est mis à trembler. J'ai parlé de son rire, de son amour des fraises, de la façon dont elle chantait des chansons inventées sur tout ce qu'elle voyait. J'ai parlé de son courage, de la façon dont elle ne s'est jamais plainte, même lorsque les traitements la rendaient si malade qu'elle ne pouvait pas lever la tête. J'ai parlé de la lumière qu'elle avait apportée au monde et du fait que cette lumière s'était éteinte bien trop tôt. Je n'ai pas parlé de ma sœur. Je n'ai pas parlé de mes parents. Je n'ai pas mentionné que la moitié des personnes qui auraient dû être présentes mangeaient des plats préparés par un traiteur au bord d'une piscine, célébrant la superficie et les comptoirs en granit. Après la cérémonie, après que Grace a été enterrée, après que j'ai jeté de la terre sur son cercueil et que j'ai entendu le son creux qu'il produisait, je suis rentrée chez moi, dans mon appartement. Il était rempli des affaires de Grace. Ses jouets. Ses vêtements, ses dessins qui recouvraient le réfrigérateur. Je me suis assise sur le sol de sa chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai débloqué les numéros de ma famille. Non pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que je voulais voir ce qu'ils avaient posté. Les réseaux sociaux de Vanessa étaient remplis de photos de fête. Elle portait une robe blanche fluide, ses cheveux blonds étaient parfaits, son sourire radieux. La maison était spectaculaire. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues au-dessus de la piscine. Les tables débordaient de nourriture. Les gens dansaient sur la pelouse. Mes parents figuraient sur plusieurs photos, vers levés, en train de rire. L'une d'entre elles montrait ma mère et Vanessa enlacées, les yeux pleins de joie. La légende disait: je suis tellement reconnaissante à ma merveilleuse mère d'être là pour le plus grand jour de ma vie. Rien ne vaut la famille. Un autre message de Vanessa. Horodaté à 2 heures de l'après-midi, juste au moment où je me tenais sur la tombe de Grace.
Entouré d'amour et de soutien en ce jour parfait, mon cœur est si plein. Voici un nouveau départ, avait commenté mon père. Je suis si fière de ma fille qui a réussi. Tu as mérité tout ce bonheur. J'ai fermé l'ordinateur portable avant de le jeter par la fenêtre. La semaine suivante, ma mère a appelé. J'ai répondu, curieuse de voir ce qu'elle allait dire. Mira, chérie, je sais que tu es fâchée contre nous, mais il faut qu'on en parle comme des adultes. Tu ne peux pas te séparer de toute ta famille à cause d'un désaccord. Oui. Nous avions des opinions différentes sur l'emploi du temps. Cela ne veut pas dire que nous ne t'aimons pas. Nous sommes ta famille. Tu dois nous pardonner et aller de l'avant. Tu as passé un bon moment à la fête? Demandai-je. Ma mère hésite. C'était très bien. La maison de Vanessa est magnifique. Mais nous avons pensé à toi tout le temps. Vraiment. Vous avez pensé à moi pendant que vous dansiez au bord de la piscine. Mira, tu es vindicative. Vanessa a travaillé si dur pour cette maison. On ne pouvait pas la laisser tomber, et honnêtement, ce n'était pas comme si on pouvait faire quelque chose pour Grace. Elle était déjà partie. Notre présence à l'enterrement n'aurait pas changé ça. Ça l'aurait changé pour moi. Tu dois arrêter d'être si égoïste. Tout ne tourne pas autour de toi et de tes sentiments. Vanessa a aussi des sentiments. Elle a été blessée que tu fasses toute une histoire du conflit de date. Elle a eu l'impression que tu essayais d'éclipser sa réussite. J'ai ri. Cela me paraissait insensé, même à moi. J'enterrais ma fille et Vanessa se sentait éclipsée. Tu sais ce que je veux dire. Tu as toujours eu le sens du drame? Mira. Depuis que tu es toute petite. Tu as toujours besoin d'attention. Toujours à faire de toute une crise. Nous t'aimons. Nous ne pouvons plus tolérer ce comportement. Ne m'appelle plus jamais, ai-je dit. Mira Jane, ne t'avise pas. J'ai raccroché et je les ai tous bloqués à nouveau. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis couchée, j'ai regardé le plafond. J'ai pensé à tout point. Les mots de ma sœur résonnaient dans ma tête. Un événement mineur. C'est ainsi qu'elle avait qualifié l'enterrement de Grace dans l'un de ses messages. Un événement mineur qu'elle pouvait contourner si nécessaire. Les funérailles de ma fille étaient un événement mineur. Quelque chose s'est cristallisé en moi. Froid. Dur. Incassable. Ils voulaient que je leur pardonne. Que je passe à autre chose. Que je prétende qu'il s'agissait d'un simple conflit d'horaire. Un malheureux malentendu. Mais ce n'était pas le cas. C'était un choix. Ils avaient choisi la fête de Vanessa plutôt que les funérailles de ma fille. Ils avaient choisi des comptoirs en granit plutôt que le chagrin. Ils avaient choisi de faire la fête pendant que j'enterrais mon enfant. Et ils attendaient de moi que je l'accepte. Que je sois la personne la plus importante. Pour donner la priorité à l'harmonie familiale plutôt qu'à mon propre cœur brisé. Je me suis levée du lit et je suis allée sur mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire des listes. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à planifier. S'ils pensaient qu'ils pouvaient me faire ça sans conséquence, ils se trompaient. S'ils pensaient que leur vie continuerait, parfaite et sans tache, tandis que je me noierais dans le chagrin et la rage. Ils se trompaient. J'avais toujours été la personne responsable. La gardienne. Celle qui aplanissait les difficultés. Qui pardonne. Celle qui maintient la paix. J'étais infirmière. J'avais consacré ma vie à aider les gens. À guérir. À prendre soin de ceux qui souffraient. Mais ces soins ne m'avaient rien apporté d'autre que la trahison. Et j'en avais assez de me soucier des gens qui ne se souciaient pas de moi. Vanessa voulait fêter son succès. Je m'assurerais qu'elle n'ait plus rien à célébrer. Mes parents voulaient permettre son égoïsme. Ils allaient apprendre ce que cela coûtait. J'avais des semaines de vacances inutilisées. J'avais des économies que j'avais mises de côté pour l'avenir de Grace, de l'argent qui n'avait plus de raison d'être. J'avais des compétences, de l'intelligence et de la détermination. Et surtout, je n'avais plus rien à perdre. A eu cours des 3 jours suivants. J'ai passé des coups de téléphone. J'ai consulté des dossiers. J'ai posé des questions précises aux bonnes personnes. J'avais passé des années à travailler dans le secteur de la santé, à nouer des relations,
à apprendre comment fonctionnaient les systèmes. Ces relations allaient devenir très utiles. À la fin de la semaine, j'avais ce dont j'avais besoin. L'information. Un effet de levier. Un plan qui allait défaire tout ce que Vanessa avait construit. Car ma sœur ne se contentait pas de vendre des produits pharmaceutiques, elle avait pris des raccourcis, falsifié des rapports de vente, poussé des médecins à prescrire des médicaments pour des usages non autorisés susceptibles de nuire aux patients, et j'en avais la preuve. J'ai commencé par m'adresser à l'office pharmaceutique. Vanessa travaillait pour Healthwith Pharmaceuticals, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les médicaments contre la douleur. Elle avait été leur meilleure représentante commerciale pendant 3 années consécutives, gagnant des primes qui éclipsaient mon salaire annuel. Elle conduisait une voiture de luxe, portait des vêtements de marque et venait d'acheter une maison d'une valeur de 800 000 $, tout cela sur fond de fraude. Pendant l'un des séjours de Grace à l'hôpital, j'ai entendu 2 médecins discuter d'une représentante commerciale qui faisait pression sur eux pour qu'ils prescrivent des doses plus élevées que celles recommandées d'un nouveau médicament contre la douleur. Ils ont cité le nom de la représentante, Vanessa. À l'époque, j'avais considéré qu'il s'agissait d'une coïncidence. Ma sœur était agressive dans ses tactiques de vente. Mais elle ne ferait certainement rien d'illégal. Mais j'ai commencé à faire attention. J'ai écouté les conversations. J'ai posé des questions informelles. J'ai découvert que Vanessa avait offert des pots de vin à des médecins, déguisés en honoraires de consultants et en honoraires de conférenciers. Elle avait falsifié des données relatives à des ordonnances pour atteindre des quotas de vente. Plus grave encore, elle avait encouragé l'utilisation non conforme à l'étiquetage d'un médicament qui avait de graves effets secondaires cardiaques, entraînant la mort d'au moins 2 patients dont j'ai pu retrouver la trace. J'avais des documents. Des courriels que Vanessa avait bêtement envoyés depuis son compte personnel, se plaignant à ses amis des règles stupides qu'elle devait contourner. Des SMS dans lesquels elle plaisantait sur le fait que les médecins étaient de l'argent facile. Des appels téléphoniques enregistrés du système hospitalier, où elle avait poussé les médecins à prescrire des doses plus élevées que ce qui était médicalement indiqué. J'ai tout rassemblé dans un rapport détaillé. Ensuite, j'ai contacté un journaliste d'investigation nommé Trevor, qui avait beaucoup écrit sur la fraude pharmaceutique. Je l'avais rencontré il y a 2 ans alors qu'il effectuait des recherches sur les coûts des soins de santé et qu'il avait interviewé plusieurs infirmières de ma clinique. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville d'Austin un mercredi matin. Trevor avait une 40aine d'années, des cheveux grisonnants et des yeux vifs qui ne manquaient de rien. C'est considérable, a-t-il déclaré en feuilletant les documents que j'avais apportés. Où avez-vous trouvé tout cela? Je suis infirmier. Je travaille dans le système. Je suis attentif. Et le sujet est votre sœur? Oui, virgule. Trevor me regarde attentivement. Cela va détruire sa carrière. Il y aura probablement des poursuites pénales. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Elle a qualifié les funérailles de ma fille d'événements mineurs, ai-je dit. Elle a programmé sa pendaison de crémaillère le même jour et s'attendait à ce que je change les funérailles. Mes parents sont allés à sa fête au lieu de me soutenir. Donc, oui, j'en suis très sûre. Trevor acquiesce lentement. Je dois tout vérifier de manière indépendante. Cela me prendra quelques semaines. Mais si tout se vérifie, je publierai l'histoire. Le conseil pharmaceutique devra enquêter. C'est tout ce que je demande. J'ai quitté le café en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Le premier domino était en place. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'il tombe. Pendant que Trevor enquêtait, j'ai porté mon attention sur mes parents. Ils avaient permis le comportement de Vanessa toute ma vie. Ils l'avaient choisi plutôt que moi, encore et encore. Ils méritaient eux aussi des conséquences. Mes parents, Harold et Janet, vivaient dans une maison de retraite à Phoenix. Ils avaient vendu la maison familiale à Dallas il y a 5 ans et s'étaient installés en Arizona pour le climat chaud et les faibles impôts. Mon père était comptable à la retraite. Ma mère avait été agent immobilier avant de prendre sa retraite. Ils étaient à l'aise, mais pas riches. Leurs revenus de retraite provenaient de la pension de mon père, de la sécurité sociale et d'un modeste portefeuille d'investissement qu'il gérait lui-même. Je connaissais la stratégie d'investissement de mon père parce qu'il en parlait sans cesse lors de nos visites. Il était fier de son sens des finances et se vantait toujours des rendements qu'il générait. Et elle gardait tout sur un compte de courtage qu'il surveillait quotidiennement.
Je savais aussi que mon père utilisait le même mot de passe pour tout. Je l'avais vu se connecter à différents comptes au fil des ans, en tapant toujours la même combinaison. Le nom de la rue de notre ancienne maison et l'année de naissance de ma mère. Elle pensait être malin en n'utilisant pas quelque chose d'évident comme les anniversaires ou les noms d'animaux. Je n'avais pas l'intention de voler mes parents. Ce serait criminel. Mais je pouvais rendre leur vie financière beaucoup plus compliquée. J'ai créé plusieurs adresses électroniques avec des noms similaires à ceux d'institutions financières légitimes. J'ai envoyé à mon père des courriers d'apparence officielle concernant des activités suspectes sur ses comptes, des documents fiscaux requis pour des investissements fictifs et des mises à jour de sécurité urgentes à effectuer immédiatement. Je connaissais mon père. Il paniquait. Il prenait des décisions impulsives. Il appelait sa société de courtage à des heures indues, exigeant des explications pour des choses qui n'existaient pas. Il gelait des comptes, transférait de l'argent et semait le chaos en essayant de protéger des actifs qui n'étaient pas réellement menacés. J'ai également envoyé des courriels soigneusement rédigés à ma mère, en me faisant passer pour quelqu'un de son ancienne agence immobilière, en lui posant des questions sur des écarts de commission datant de plusieurs années, en lui suggérant des contrôles fiscaux potentiels et en lui demandant des documents qu'elle n'avait plus en sa possession. À au bout d'une semaine, mon père a appelé Vanessa en panique. Je l'ai su parce que Vanessa a publié un message à ce sujet sur les réseaux sociaux, se plaignant d'avoir à gérer des drames familiaux alors qu'elle essayait de profiter de sa nouvelle maison. Mon père pense que ses comptes sont compromis, a-t-elle posté. J'ai passé 2 heures au téléphone à essayer de le calmer. Pourquoi les personnes âgées sont-elles si mauvaises avec la technologie? Parfait. 2 semaines après ma rencontre avec Trevor, il a appelé. J'ai tout vérifié, a-t-il dit. Cet article sera publié demain. Le conseil pharmaceutique a déjà été informé de l'ouverture d'une enquête. Les procureurs fédéraux s'y intéressent également. Votre sœur est sur le point de passer une très mauvaise journée. Je vous remercie. Je suis désolé pour votre fille, ajoute Trevor. J'ai un enfant. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez vécu. J'espère que cela vous apportera un peu de paix. Cela ne me donnerait pas la paix. Rien ne ramènera Grace. Mais cela me donnerait de la satisfaction. Et c'était suffisant. L'article a été publié un jeudi matin. Il a fait la une de l'édition en ligne du Austin Chronicle, avec une ligne sans queue ni tête qui ne laissait aucune place à l'erreur d'interprétation. Un grand représentant pharmaceutique est accusé de fraude, de pots de vin et de mise en danger des patients. Le nom de Vanessa figurait dans le premier paragraphe. Sa photo, tirée de ses propres médias sociaux, accompagnait l'article. L'article détaillait des années d'activités frauduleuses, avec des exemples précis, des preuves documentées et des citations de médecins qui confirmaient les tactiques de pression qu'elle avait utilisées. À midi, les comptes de médias sociaux de Vanessa avaient été supprimés. Dans l'après-midi, des camionnettes de presse étaient garées devant sa nouvelle maison. Dans la soirée, Healthwise Pharmaceuticals avait publié un communiqué annonçant son licenciement immédiat et sa pleine coopération à toutes les enquêtes. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner. J'ai ignoré tous les appels de ma famille. Au lieu de cela, je me suis rendu sur la tombe de Grace et me suis assis dans l'herbe à côté de sa pierre tombale. J'ai commencé, ma chérie, ai-je chuchoté. Ils vont comprendre ce qu'ils ont fait. Ils vont ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai ressenti. La pierre était encore neuve. L'herbe autour n'avait pas encore complètement poussé. Le nom de Grace était gravé en lettres simples. Grace Elizabeth. Fille bien-aimée. Née dans l'amour. Emporté trop tôt. J'ai tracé les lettres avec mon doigt et j'ai essayé de ne pas penser à la taille de son cercueil. Mon téléphone a bourdonné d'un message provenant d'un numéro inconnu. C'était Vanessa, qui utilisait manifestement le téléphone d'une amie puisque je l'avais bloqué. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta sœur. Tu as détruit ma vie. Maman et papa sont dévastés. Tu es un monstre. J'ai effacé le message sans répondre. Ce soir-là, Julia est venue avec des plats à emporter que je ne pouvais pas manger. Elle s'est assise avec moi sur le canapé, sans rien dire, juste en étant présente. L'histoire est partout, finit-elle par dire. Les gens en parlent à l'hôpital. Certains des médecins mentionnés dans l'article travaillent avec nous. C'est bien. Mira, ça va? Non. Mais ça va aller. Julia me regarde avec inquiétude.
En général, la charge n'aide pas les gens à se sentir mieux. Elle les fait juste se sentir vides. Je me sens déjà vide, ai-je dit. Au moins, maintenant, je ne suis plus seule à le ressentir. L'enquête de l'office pharmaceutique a été rapide. Les procureurs fédéraux ont porté plainte dans le mois qui a suivi. Vanessa devait répondre de plusieurs chefs d'accusation, fraude en matière de soins de santé, pot de vin, conspiration en vue de frauder les États-Unis. Chaque chef d'accusation était passible d'une lourde peine de prison. Elle a essayé de m'appeler, de m'envoyer des SMS, de se présenter à mon appartement. J'ai fait changer les serrures et j'ai installé une caméra de sécurité. Lorsqu'elle est apparue sur le pas de ma porte, pleurant et suppliant, je l'ai observée de l'intérieur et je n'ai pas ouvert la porte. « S'il te plaît, Mira », a-t-elle sangloté dans l'interphone. « Parle-moi. S'il te plaît. Je suis désolée pour l'enterrement. J'ai eu tort. Je l'admets. Mais c'est trop. Me détruire pour une erreur, une mauvaise décision. Est-ce vraiment juste ? » J'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Tu as qualifié les funérailles de Grace d'événements mineurs. Tu as fait la fête pendant que j'enterrais ma fille. L'équité n'existe plus, Vanessa. C'est toi qui me l'as appris. J'ai raccroché et fermé les rideaux. Mes parents ont fini par me joindre par l'intermédiaire de la clinique, en appelant pendant les heures de travail et en disant à la réceptionniste qu'il s'agissait d'une urgence familiale. J'ai pris l'appel dans la salle de repos, la main nouée autour du téléphone. Ce que tu as fait à ta sœur est impardonnable, m'a dit ma mère sans préambule. Tu as gâché sa vie par méchanceté. Au cours d'une fête ? Mira. Une fête. C'est insensé. Il ne s'agissait pas de la fête. Il s'agissait de ce que la fête représentait. Tu as préféré son bonheur à mon chagrin. Vous avez choisi une maison plutôt que ma fille. Nous avons choisi d'être là pour nos deux filles. Nous ne pouvions pas être à deux endroits à la fois. Cela ne fait pas de nous des monstres. Tu aurais pu être à l'enterrement, ai-je dit, la voix très calme. Tu aurais pu dire à Vanessa de reporter l'enterrement. Tu aurais pu faire n'importe quoi, sauf ce que tu as fait. Mais tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois l'assumer. Et ce que Vanessa a fait de son travail n'a rien à voir avec nous. Tu ne peux pas nous punir pour ces erreurs. Je ne vous punis pas pour ces erreurs. Je vous punis pour les vôtres. Considérez le chaos financier que vous avez vécu comme un cadeau. Un rappel que les actions ont des conséquences. Silence. Puis la voix de ma mère est devenue froide. C'était toi. Les courriels ? Les problèmes de compte ? Tu as saboté ton propre père ? J'ai créé des désagréments pour des gens qui ne m'ont pas montré de compassion quand j'en avais le plus besoin, ça me semble proportionnel. Vous avez besoin d'aide, d'une aide professionnelle. Ce n'est pas un comportement normal. Ce qui est normal, c'est de voir ma fille mourir. Ce qui est normal, c'est de se tenir seul sur sa tombe. Normal de voir ma famille faire la fête pendant que je pleurais. J'en ai fini avec la normalité. J'ai raccroché. La phase suivante de mon plan exigeait de la patience. J'ai attendu 3 mois, laissant les ennuis judiciaires de Vanessa s'accumuler. Sa caution a été fixée à 200 000 $. Elle a dû mettre sa nouvelle maison en garantie. Ses frais de justice étaient astronomiques. Elle était radioactive dans l'industrie pharmaceutique, incapable de trouver du travail. Même dans des domaines sans rapport. Mes parents devaient l'aider financièrement. Je savais qu'ils le feraient. Ils ont toujours sauvé Vanessa. J'ai observé de loin comment ils ont liquidé des investissements pour payer ses avocats, comment ils ont pris une deuxième hypothèque sur leur appartement de retraite pour couvrir sa caution. Alors qu'ils s'endettaient pour défendre leur enfant en or, j'ai contacté plusieurs médias qui avaient un autre point de vue sur l'histoire. Je leur ai fourni des photos de la pendaison de crémaillère de Vanessa. Des photos de mes parents en train de rire, de célébrer, de porter un toast à son succès. Je leur ai donné l'heure exacte à laquelle ces photos avaient été prises. Je leur ai donné la date des funérailles de ma fille. Les articles qui ont suivi ont été brutaux. Pendant l'enterrement de ma nièce, la famille a célébré une maison construite sur la base d'une fraude. Les parents ont préféré la fête à l'enterrement de leur petite fille. Maintenant en faillite pour soutenir leur fille criminelle. L'histoire est devenue virale. Les médias sociaux se sont enflammés d'indignation.
Des personnes qui n'avaient jamais rencontré ma famille lui ont envoyé des messages de haine. La communauté de retraités où vivent mes parents a reçu des plaintes. Madame Voisin, qui avait assisté à la fête, a été interviewée et s'est déclarée choquée et dégoûtée. Le tribunal de l'opinion publique était vicieux. Ma mère a appelé d'un autre numéro, la voix éraillée. Tu es heureuse maintenant? Es-tu satisfaite? Nous avons tout perdu. Nos économies. Notre réputation. Notre paix. Des inconnus nous crachent dessus dans les épiceries. Nous ne pouvons aller nulle part sans être reconnus et harcelés. Votre père a fait une crise cardiaque à cause du stress. Il est à l'hôpital. Est-ce que ça te rassure? Va-t-il mourir? Ai-je demandé. Quoi? Mon père va-t-il mourir? Parce que si c'est le cas, il faut que je le sache pour que je puisse m'organiser en conséquence. Je ne voudrais pas qu'il y ait de conflit avec mes projets. Ma mère a émis un son semblable à celui d'un animal blessé. Comment es-tu devenue cette personne? C'est toi qui as fait de moi cette personne, ai-je répondu. Tu m'as appris que la famille ne signifie rien, que l'amour est conditionnel, que certaines célébrations ont plus d'importance que le chagrin des autres. J'ai appris des meilleurs. Grace n'aurait pas voulu ça. C'était une enfant adorable. Elle serait horrifiée par ce que tu fais. La mention du nom de ma fille dans la bouche de ma mère m'a fait voir rouge. Ne t'avise pas de parler de Grace. Tu n'as aucun droit sur sa mémoire. Tu l'as abandonnée. Tu as préféré une fête à ses funérailles. Elle a cessé d'être ta petite fille au moment où tu as fait ce choix. Nous aimions Grace. Vous aimiez l'idée de Grace. Et la petite fille parfaite dont vous pouviez parler sur les réseaux sociaux. Avec laquelle vous pouviez prendre des photos pendant les vacances, dont vous pouviez vous vanter auprès de vos amis. Vous n'avez jamais aimé la réalité de Grace, une enfant malade qui avait besoin d'un soutien réel, d'une présence réelle, d'un sacrifice réel. C'était trop gênant pour vous. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Tu lui as rendu visite 2 fois en 6 mois. 2 fois. Alors qu'elle était mourante. Vous ne pouviez pas vous donner la peine de prendre l'avion plus souvent que cela, parce que cela aurait interféré avec le golf et le club de lecture. Alors ne prétendez pas que vous l'aimiez. Ne prétendez pas que vous êtes autre chose que des égoïstes qui ne se soucient que des apparences. Ma mère pleurait maintenant. Nous sommes vos parents. Nous avons fait des erreurs, mais nous avons fait de notre mieux. On ne mérite pas ça. J'étais votre fille. Je n'ai commis aucune erreur. Sauf celle de t'aimer. Je ne méritais pas non plus ce que vous m'avez fait. La vie n'est pas juste, mère. Tu m'as très bien appris cette leçon. J'ai raccroché et bloqué ce numéro. 4 mois après l'article initial, le procès de Vanessa a commencé. Les preuves étaient accablantes. Elle a accepté un accord de plaidoyer, prison, 5 ans de prison fédérale, restitution aux victimes, interdiction permanente de travailler dans l'industrie pharmaceutique ou les soins de santé. Son audience de détermination de la peine était publique. J'y ai assisté, assise au fond de la salle d'audience. Vanessa m'a vue. Nos regards se sont croisés de l'autre côté de la salle. Les siens étaient remplis de larmes et de haine à parts égales. Le juge lui a demandé si elle avait quelque chose à dire avant la sentence. Elle s'est levée, ses vêtements de marque remplacés par un simple tailleur gris, ses cheveux parfaits tirés en arrière en une simple queue de cheval. J'assume la responsabilité de mes actes, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. J'ai fait des choix terribles. J'ai blessé des gens. J'ai violé la confiance des professionnels de la santé et des patients. Je mérite d'être punie. Elle s'est arrêtée, m'a regardé droit dans les yeux. Mais je veux que le tribunal sache que c'est ma propre sœur qui a orchestré ma chute. Non pas par souci de sécurité des patients, non pas par droiture, mais par vengeance à la suite d'un désaccord familial. Elle a délibérément détruit ma vie pour me punir d'avoir assisté à ma pendaison de crémaillère plutôt qu'aux funérailles de sa fille. Ce n'est pas une héroïne. Elle est vindicative et cruelle, et elle a utilisé le système judiciaire comme une arme. Le procureur a objecté. Le juge a maintenu l'objection. Mais Vanessa avait dit ce qu'elle voulait dire. Le juge l'a condamnée à la peine convenue de 5 ans. Alors qu'on l'emmenait, Vanessa m'a regardé une dernière fois. J'ai soutenu son regard, le visage inexpressif. Jusqu'à ce qu'elle se détourne.
Mes parents ont essayé une dernière fois de me joindre. Ils sont venus à Austin, se sont présentés à la clinique où je travaillais. Et la sécurité m'a appelé dans le hall. Ils avaient une mine épouvantable. Mon père avait perdu du poids, son visage était gris et hagard. Les mains de ma mère tremblaient. Elles avaient vieilli de 10 ans en 6 mois. Nous quittons Phoenix, a dit mon père. Nous n'avons pas les moyens de rester. Nous avons vendu l'appartement à perte. Nous déménageons dans un endroit plus petit en Oklahoma, près de ta tante. Nous voulions te voir avant de partir. D'accord? D'accord? C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise, papa? Je veux que tu nous dises qu'on peut arranger ça, qu'on est toujours une famille, qu'il y a un moyen d'aller de l'avant. J'ai regardé mes parents, ces gens qui m'avaient donné la vie mais ne m'avaient jamais vraiment vu. Ces gens qui m'avaient appris que l'amour était quelque chose que l'on gagnait en étant commode, en ne faisant pas, en acceptant les quelques bribes d'affection qu'ils étaient prêts à offrir. Il n'y a pas de famille ici, ai-je dit. Tu l'as tué en préférant une fête à un enterrement. Quand vous m'avez dit que mon chagrin était moins important que la célébration de Vanessa. Quand tu m'as fait enterrer ma fille seule. Nous avons tout perdu, a murmuré ma mère. Notre maison, nos économies, notre fille est en prison. Notre réputation est détruite. N'avons-nous pas été assez punis? J'ai perdu ma fille, ai-je dit. Ma fille de 3 ans qui aimait les fraises et chanter, qui a combattu le cancer avec plus de courage que vous n'en avez montré dans toute votre vie, qui est morte en demandant si nous pouvions aller au parc quand elle se sentirait mieux. J'ai perdu tout ce qui comptait. Et vous n'avez même pas pu venir. Nous sommes désolés, a dit mon père. Nous sommes vraiment désolés. Nous avons fait une terrible erreur. Mais cette vendetta doit cesser. Cette cruauté doit cesser. Elle a cessé, ai-je dit. J'en ai fini. Vanessa est en prison. Tu as fait faillite. Ma vengeance est complète. Mais cela ne veut pas dire que je te pardonne. Ça ne veut pas dire qu'on est à nouveau une famille. Cela veut juste dire que j'ai fini de te détruire parce qu'il n'y a plus rien à détruire. Ma mère m'a tendu la main. J'ai reculé. Ne me contacte plus. Ne reviens plus ici. N'envoie plus de messages, de lettres ou d'intermédiaires. C'est terminé. Définitivement. Mira, s'il te plaît. Je ne m'appelle plus Mira pour vous. Je suis une étrangère. Traite-moi comme telle. Je suis partie. La sécurité a escorté mes parents. Je ne les ai jamais revus. 6 mois après l'incarcération de Vanessa, j'ai reçu une lettre d'elle. Elle avait été ouverte et contrôlée par les autorités pénitentiaires avant de m'être envoyée. J'ai failli la jeter. Mais la curiosité m'a poussé à la lire. L'écriture était désordonnée, contrairement à celle, habituellement parfaite, de Vanessa. Mira, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne mérite probablement pas d'être pardonné. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'avais tort à propos de la fête. J'aurais dû l'annuler. J'aurais dû être à l'enterrement de Grace. J'ai été égoïste et horrible, et j'ai eu beaucoup de temps pour y penser. Mais ce que tu as fait va au-delà de la justice. Tu n'as pas seulement exposé mes crimes. Tu as orchestré ma destruction complète. Tu as ruiné maman et papa financièrement. Tu as retourné le monde entier contre nous. Vous avez instrumentalisé mes erreurs pour servir votre besoin de vengeance. Je suis en prison parce que je le mérite. Mais vous m'avez mis ici non pas parce que vous vous souciez de mes victimes, mais parce que vous vouliez que je souffre. Je souffre. Chaque jour. J'ai perdu ma carrière, ma maison, ma liberté. Ma famille. J'ai tout perdu. J'espère que cela en valait la peine. J'espère que ma douleur comblera toute la grâce laissée dans votre cœur. Mais je ne crois pas que ce sera le cas. Je pense que tu seras toujours vide, peu importe le nombre de personnes que tu détruis. J'aimais Grace aussi. Je sais que je ne l'ai pas bien montré. Je sais que j'ai été une tante horrible, mais je l'aimais, et je pense qu'elle serait triste de voir ce que tu es devenue. Vanessa, j'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai brûlée dans l'évier de ma cuisine et j'ai jeté les cendres dans l'égout. 1 an après la mort de Grace, je me suis recueillie sur sa tombe un dimanche matin. L'herbe s'était complètement remplie.
Des fleurs avaient poussé autour de la pierre tombale, plantée par les gardiens. Le cimetière était silencieux, à l'exception du chant des oiseaux dans les arbres. J'ai fait ce que j'avais prévu de faire, lui ai-je dit. Vanessa est en prison. Maman et papa ont tout perdu. Tout le monde sait ce qu'ils nous ont fait. Tout le monde sait qu'ils ont préféré une fête à tes funérailles. Le vent bruissait dans les feuilles. Quelque part à proximité, quelqu'un déposait des fleurs sur une autre tombe. Vanessa a dit que tu serais triste de ce que je suis devenue. Elle a peut-être raison. Peut-être que je te décevrai. Mais j'avais besoin qu'ils comprennent. J'avais besoin qu'ils aient mal comme j'ai mal. Je me suis assise dans l'herbe, appuyée contre la pierre tombale. Le fait est, ma chérie, que je ne me sens pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je me sentirais satisfait, justifié. Je pensais que les voir souffrir équilibrerait la balance. Mais je me sens vide. Un vide différent de celui d'avant. Mais toujours vide. Une femme est passée avec un petit enfant, une petite fille de l'âge de Grace. L'enfant riait, courait devant sa mère. Pleine de vie et d'énergie. Je les ai regardées jusqu'à ce qu'elles disparaissent derrière un mausolée, et la douleur dans ma poitrine a menacé de me fendre. Tu me manques tellement, ai-je murmuré. Chaque jour, chaque instant, rien ne l'améliore. Ni la vengeance, ni la justice, ni rien. Tu es parti, et je suis toujours là, et je ne sais pas comment vivre dans un monde sans toi. Je suis resté jusqu'à ce que le soleil soit au zénith, à parler à une pierre tombale, en prétendant que ma fille pouvait m'entendre. Lorsque j'ai enfin quitté le cimetière, je me suis rendu à la réunion du groupe de soutien à laquelle je participais depuis 6 mois. Ce groupe se réunissait tous les dimanches après-midi dans le sous-sol d'une église, et rassemblait des parents ayant perdu des enfants. J'avais longtemps résisté à l'idée d'y aller, persuadé que rien ne pourrait m'aider. Que je n'avais plus aucune raison d'être réconfortée. Mais Julia avait insisté. Elle m'avait conduite à la première réunion, s'était assise à mes côtés, m'avait tenu la main lorsque j'avais pleuré. L'animatrice du groupe était une femme nommée Patricia, qui avait perdu son fils d'une leucémie 15 ans plus tôt. Elle avait un regard bienveillant et des manières douces, et elle n'a jamais poussé quelqu'un à partager avant qu'il ne soit prêt. Pendant les 2 premiers mois, je n'ai pas pris la parole lors des réunions. Je me suis contentée de m'asseoir et d'écouter les autres parents parler de leur chagrin, de leur culpabilité, de leur tentative désespérée de trouver un sens à une perte qui n'en avait pas. Finalement, j'ai commencé à parler. Je leur ai parlé de Grace, du cancer, de son courage, de la façon dont elle est morte. Je ne leur ai pas parlé de la vengeance. C'était quelque chose de séparé, de privé, que je portais seul. Aujourd'hui. Patricia m'a demandé comment tout le monde se débrouillait à l'approche des fêtes. Thanksgiving était dans 3 semaines. Noël suivrait peu après. La première période de vacances sans Grace avait été insupportable. Et la deuxième approche à grands pas et je ne me sens pas prête. Je le redoute, avoue Robert, un père qui a perdu sa fille adolescente dans un accident de voiture. L'année dernière, je ne pouvais même pas regarder un sapin de Noël sans craquer. Cette année, je ne sais pas si je pourrais le faire. Je mets des décorations, dit Margaret, dont le fils est décédé du syndrome de la mort subite du nourrisson. Je me sens mal, comme si je le trahissais en faisant la fête. Mais j'ai d'autres enfants qui ont besoin de normalité, qui ont besoin de voir que la vie continue. La conversation s'est poursuivie autour du cercle. Lorsqu'elle est arrivée jusqu'à moi, j'ai hésité. Je n'ai plus de famille, ai-je finalement dit. Mes parents et ma sœur ne font plus partie de ma vie. Les vacances ne sont donc que des jours vides sur le calendrier. C'est plus facile à certains égards, plus difficile à d'autres. Patricia acquiesce. La vie remodèle souvent nos relations. Certains liens s'approfondissent. D'autres se brisent sous la pression. Celle-ci avait besoin de se briser, ai-je dit. Elles étaient déjà brisées. J'ai fini par le voir clairement. Après la réunion, une femme nommée Diane s'est approchée de moi. Elle avait perdu sa fille d'un cancer du cerveau 2 ans plus tôt, et nous nous étions déjà parlé quelques fois. J'ai entendu parler de votre sœur, dit-elle doucement. L'affaire de fraude pharmaceutique. J'ai vu votre nom mentionné dans l'un des articles. Mon estomac s'est serré. Oui. Je ne vous juge pas pour cela. Je veux que tu le saches. Je comprends la nécessité de responsabiliser les gens.
De leur faire voir ce qu'ils ont fait. Merci. Diane me serre le bras. Mais je veux aussi que tu fasses attention. La vengeance peut créer une dépendance. Elle peut te consumer comme le chagrin, ne la laisse pas être la seule chose qui te permette d'aller de l'avant. J'ai réfléchi à ces paroles sur le chemin du retour. La vengeance me consumait elle? Ou avait-elle simplement comblé un vide que rien d'autre ne pouvait toucher? Je n'avais pas de réponse. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis jetée dans le métier d'infirmière avec une intensité qui inquiétait Julia. J'ai pris des gardes supplémentaires. Je me suis portée volontaire pour les cas les plus difficiles. Je restais tard, rentrais tôt, travaillais pendant les pauses déjeuner. Le directeur de la clinique, un médecin nommé Dr Harrison, m'a appelé dans son bureau un après-midi. Mira. Vous êtes l'une de nos meilleures infirmières. Vous le savez. Vos soins aux patients sont exemplaires. Mais vous êtes en train de vous épuiser. Je le vois bien. Tout le monde le voit. Je vais bien. Vous n'allez pas bien. Tu as travaillé 50 heures par semaine pendant 3 mois d'affilée. Tu n'as pas pris un seul jour de vacances depuis le décès de ta fille. Tu as besoin de repos. Le travail m'aide. Il me permet de rester concentré. Le docteur Harrison s'est adossé à sa chaise et m'a étudié. J'ai perdu mon frère quand j'étais à l'école de médecine. Un accident de moto. J'ai fait exactement ce que vous faites. Je me suis épuisée à essayer de surmonter le chagrin. Ça ne marche pas. Le chagrin vous attend toujours quand vous vous arrêtez. Alors, quelle est l'alternative? Rester à la maison et s'effondrer? L'alternative est de trouver un moyen de vivre avec le chagrin au lieu de le fuir. La thérapie, les groupes de soutien, le temps de digérer. Pas seulement travailler. Travaillez jusqu'à ce que vous vous effondriez. Je fais déjà partie d'un groupe de soutien. C'est bien, mais vous devez aussi vous donner la permission de guérir. D'avoir une vie au-delà de la mort de votre fille. Cela ne veut pas dire l'oublier. Cela signifie apprendre à porter son souvenir sans le laisser vous détruire. J'ai quitté son bureau avec un sentiment d'agitation. Tout le monde avait des conseils à donner sur le deuil. Tout le monde pensait connaître la bonne façon de faire son deuil, le bon délai de guérison, les méthodes appropriées pour faire face à la situation. Mais aucun d'entre eux n'avait enterré un enfant de 3 ans. Aucun d'entre eux n'avait été abandonné par sa famille dans les moments les plus sombres. Aucun d'entre eux ne comprenait la combinaison particulière de rage et d'angoisse qui vivait dans ma poitrine, inséparable et constante. 2 mois avant le 2e anniversaire de la mort de Grace. J'ai reçu un appel téléphonique inattendu. L'indicatif était celui de l'Oklahoma, où mes parents avaient déménagé. Ce n'étaient pas mes parents qui appelaient. C'était ma tante, Lydia, la sœur de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis la mort de Grace. Mira, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de ta famille en ce moment, mais je dois te dire quelque chose. Ton père a eu une nouvelle crise cardiaque, grave cette fois. Il est en soins intensifs. Je n'ai rien ressenti. Ni panique, ni inquiétude, ni tristesse. D'accord. Ta mère m'a demandé de t'appeler. Elle a peur de vous contacter directement. Elle voulait que tu le saches au cas où tu voudrais lui rendre visite. Je ne veux pas. Lydia soupire. Je sais ce qui s'est passé. Ta mère m'a tout raconté. À propos de l'enterrement. De Vanessa. De tout ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont fait est mal, Mira. C'est impardonnable. Mais ton père pourrait mourir. Tu ne veux pas lui dire au revoir? Il m'a dit au revoir quand il a préféré une fête à l'enterrement de ses petites filles. Il n'y a plus rien à dire. Il est rongé par la culpabilité. Ils le sont tous les deux. Ils savent qu'ils t'ont laissé tomber. Ils ne savent pas comment y remédier. Ils ne peuvent pas le réparer. C'est cassé de façon permanente. Alors vous allez le laisser mourir sans vous réconcilier? Tu vas porter ça pour toujours? Je le porte déjà pour toujours, tante Lydia. Ma fille est morte. Elle est morte de peur et de douleur. Et les gens qui auraient dû me soutenir m'ont abandonné. Si mon père meurt, ce n'est pas mon fardeau. C'est sa conséquence. Tu es devenu si dur. Je suis devenu réaliste.
J'ai passé toute ma vie à croire que la famille signifiait quelque chose. Que le sang créait des obligations. J'avais tort. La famille, c'est juste des gens qui partagent leur ADN. S'ils n'agissent pas comme une famille. Ils ne méritent pas d'être traités comme tels. Grace ne voudrait pas ça. Tout le monde continuait à invoquer Grace, comme si sa mémoire leur donnait l'autorité pour juger mes choix. Grace est morte. Elle ne veut rien. Et elle est morte en sachant que ses grands-parents se souciaient plus d'une fête que d'elle. Alors ne me dites pas ce qu'elle voudrait. J'ai raccroché. Mon père n'est pas mort. Il s'est suffisamment rétabli pour quitter l'hôpital, même s'il était définitivement affaibli. Je l'ai appris par des connaissances communes, pas par des contacts familiaux. Je n'ai ressenti aucun soulagement à l'idée qu'il ait survécu. Je n'ai rien ressenti du tout. Le deuxième anniversaire de la mort de Grace est arrivé le 9 juin. J'ai pris un jour de congé. Je me suis rendu au cimetière tôt, avant que la chaleur de la journée ne s'installe. Sa tombe avait la même apparence que d'habitude. Paisible. Bien entretenue. Un rappel permanent que ma fille existait, qu'elle comptait. Qu'elle était aimée. J'ai apporté des fraises et je les ai placées à côté de la pierre tombale. Le fruit préféré de Grace. 2 ans, ai-je dit à haute voix. 2 ans que tu m'as quitté. Je n'ai pas l'impression que c'est plus court. Ça ne fait pas moins mal. Les gens ont dit que le temps aiderait. Ils ont menti. Je me suis assise sur l'herbe, les jambes croisées, comme je le faisais lorsque nous pique-niquions dans le parc, avant qu'elle ne soit trop malade pour quitter l'hôpital. Je les ai détruits, Grace. Tous ceux qui nous ont fait du mal. Vanessa est en prison. Maman et papa ont tout perdu. Vieux, brisé et seul. J'ai fait ça. J'ai fait en sorte que cela arrive. Le soleil matinal filtrait à travers les arbres, projetant des ombres pommelées sur les tombes. Vanessa a dit que je te décevrais. C'est peut-être vrai. Tu étais si douce, si indulgente. Même quand tu souffrais, tu ne voulais pas que quelqu'un d'autre souffre. Mais je ne suis pas toi. Ma chérie. Je ne l'ai jamais été. J'ai essayé d'être bon, j'ai essayé d'être la plus grande personne, j'ai essayé de pardonner et d'aller de l'avant. Cela ne m'a rien apporté, si ce n'est plus de douleur. J'ai de nouveau tracé son nom sur la pierre tombale, un rituel que je pratique à chaque visite. Je ne le regrette pas. C'est ce que vous devez savoir. Je ne regrette pas de leur avoir fait payer ce qu'ils ont fait. Ils méritaient toutes les souffrances que j'ai causées. Diane avait raison. La vengeance n'a pas comblé le vide. Elle m'a juste permis de me concentrer sur quelque chose d'autre que toi, qui me manque. Au loin, un gardien tondait l'herbe. Le son étant un faible bourdonnement dans le calme de la matinée. Je ne sais pas ce qui va suivre. Je ne sais pas comment vivre sans toi et sans la mission de les faire souffrir. Je ne sais pas qui je suis quand je ne suis pas en train de faire mon deuil ou de planifier ou d'exécuter ma vengeance. Cela m'effraie plus que tout. Je suis restée jusqu'à midi, à parler à ma fille, à pleurer, à me souvenir. Lorsque je suis finalement partie, je me sentais vidée, mais d'une certaine manière plus légère, comme si le fait de dire la vérité à voix haute avait libéré quelque chose que je tenais trop serré. Ce soir-là, Julia est venue avec le dîner. Nous avons mangé des plats thaïlandais sur mon canapé, pendant qu'un film que nous n'avons pas regardé passait. « Comment vas-tu » demanda Julia. « Vraiment ? Je ne sais pas. J'ai accompli ce que j'avais prévu de faire. Je les ai fait souffrir. J'ai obtenu justice, ou vengeance, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Mais maintenant quoi ? Maintenant, tu dois trouver comment vivre. Je ne sais pas si je me souviens comment. Julia a posé son assiette et s'est tournée vers moi. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, Mira. Tu as survécu à la mort de ta fille. Tu as survécu à l'abandon de ta famille. Tu as survécu à un chagrin qui aurait brisé la plupart des gens. Tu peux survivre à ça aussi. Et si je ne voulais pas seulement survivre ? Et si je veux vraiment vivre, mais que j'ai oublié comment ? Alors vous réapprenez. Un jour à la fois. Un choix à la fois. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le poids de la perte et de la possibilité pesant entre nous. Tu penses que je suis une personne horrible ? Ai-je demandé. Pour ce que je leur ai fait. Julia a réfléchi avant de répondre.
Je pense que tu es une personne qui a été blessée au-delà de toute mesure et qui a riposté. Je pense que tu as fait des choix que je n'aurais peut-être pas fait. Mais je pense aussi qu'ils ont mérité ce qui leur est arrivé. Ils ont choisi la cruauté quand tu avais besoin de compassion. Ils en subissent les conséquences maintenant. Vanessa a dit que j'avais utilisé le système judiciaire pour me venger. Vous avez dénoncé des crimes légitimes. La partie vengeance était le choix de le faire. Mais les crimes étaient réels. Les victimes étaient réelles. Peut-être que tes motivations étaient personnelles, mais le résultat était la justice. Une justice que j'ai poursuivie uniquement parce que je voulais lui faire du mal. Est-ce que cela rend la justice moins valable? Je n'avais pas de réponse. 3 mois après le 2e anniversaire, j'ai pris une décision. J'ai contacté un avocat et j'ai fait envoyer des lettres officielles de cessation et d'abstention à mes parents et à Vanessa, aucun contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par le biais d'intermédiaires, pour quelque raison que ce soit. Toute violation entraînerait une action en justice. C'était définitif, permanent. La dernière porte se fermait sur une relation qui avait été moribonde toute ma vie. J'ai également pris une autre décision. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une organisation de soutien aux enfants atteints de cancer, en travaillant avec des familles qui vivaient le même cauchemar que celui auquel j'avais survécu. Je les ai aidés à comprendre le jargon médical, à s'y retrouver dans la bureaucratie hospitalière, à trouver des ressources dont elles ignoraient l'existence. C'était difficile. Chaque enfant que je rencontrais me rappelait Grace. Chaque parent désespéré reflétait mon propre désespoir passé. Mais cela avait aussi une signification que la vengeance n'avait jamais eu. Un soir, je me suis assise avec une mère dont le fils de 5 ans était atteint d'une leucémie en phase terminale. Elle était jeune, peut-être 25 ans, et complètement dépassée. Je ne sais pas comment faire, a-t-elle murmuré. Comment puis-je regarder mon enfant mourir? Je lui ai dit, faites-le, c'est tout. Un moment à la fois. Vous êtes là. Tenez-lui la main. Vous lui dites que vous l'aimez. Tu fais en sorte que chaque seconde compte. Qu'est-ce qui vient après? Comment y survivre? J'ai pensé à la grâce, aux 2 dernières années, à tout ce que j'avais fait et à tout ce que j'avais perdu. On survit en choisissant de le faire. Chaque jour, tu te réveilles et tu choisis de continuer à respirer. Certains jours, c'est tout ce que vous pouvez faire. D'autres jours, on peut faire plus. Mais tout commence par un choix. Est-ce que ça devient plus facile? Non. C'est différent. Le chagrin change de forme. La douleur devient familière au lieu d'être choquante. On apprend à la porter. Mais plus facile? Non, c'est-elle écriée, et je l'ai prise dans mes bras. L'étrangère qui vivait à nouveau mon cauchemar. Lorsque je suis partie ce soir-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas exactement une guérison. Mais peut-être le premier murmure d'un but au-delà de la douleur. Les mois ont continué. Vanessa est restée en prison, ses appels ayant été rejetés. Mes parents sont restés en Oklahoma, vieillissants et isolés. J'ai appris par la rumeur familiale qu'ils avaient essayé de contacter d'autres membres de la famille, d'expliquer leur version de l'histoire, mais qu'ils n'avaient trouvé que peu de sympathie. Le tribunal de l'opinion publique s'était définitivement prononcé contre eux. J'ai appris que la nouvelle maison de Vanessa avait été vendue pour couvrir ses paiements de dédommagement, que mes parents avaient déclaré faillite. Que le poids de leur choix les avait écrasés aussi profondément que je l'avais voulu. J'attendais de me sentir triomphante. Je ne l'ai jamais été. Je me suis plutôt sentie fatiguée. Fatiguée de colère. Fatiguée de la douleur. Fatiguée de vivre dans le passé. Grace n'était plus là. Ma famille était partie. La vengeance était complète. Mais j'étais toujours là. Je respire encore. J'avançais encore dans des journées qui me semblaient vides de sens. Un dimanche, au groupe de soutien, Patricia nous a demandé de partager quelque chose dont nous étions reconnaissants. C'était un exercice courant, auquel je résistais habituellement. Lorsque le cercle est arrivé jusqu'à moi, je me suis surprise à prendre la parole. Je suis reconnaissante d'avoir appris à qui je pouvais faire confiance. Je suis reconnaissante d'avoir découvert ce qu'était vraiment ma famille avant de perdre plus d'années avec elle. Je suis reconnaissant pour le temps que j'ai passé avec Grace. Même s'il a été trop court. Je suis reconnaissante d'être encore capable d'aider d'autres personnes, même après tout ce qui s'est passé. Patricia sourit.
C'est ça la croissance, Mira. Une vraie croissance. Peut-être que c'était le cas, ou peut-être que c'était juste l'acceptation du fait que la vengeance avait suivi son cours et m'avait laissé debout dans les décombres, forcé de comprendre ce qui allait se passer ensuite. Le jour du 3e anniversaire de la mort de Grace, je suis allée au cimetière comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai emmené Julia avec moi. Elle est restée sagement à côté de moi pendant que je déposais des fleurs et des fraises sur la pierre tombale. Je t'aime, Grace, ai-je dit. Je t'aimerai toujours. Chaque jour, jusqu'à la fin de ma vie. Tu as fait de moi une meilleure personne pendant que tu étais ici. Après ton départ, je suis devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus dur. Quelqu'un capable d'une cruauté que je n'aurais jamais imaginée. J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Ma tante avait raison. Tu serais probablement déçu de ce que j'ai fait. Mais je ne peux pas le regretter. Ils nous ont fait du mal. Ils ont fait le mauvais choix. Ils doivent comprendre que les choix ont des conséquences. Julia me presse doucement l'épaule. J'essaie de retrouver mon chemin. Pas celle que j'étais avant ta mort, parce que cette personne n'est plus là non plus. Mais à quelqu'un qui peut vivre avec le chagrin au lieu d'être consumé par lui. Quelqu'un qui honore ta mémoire en aidant les autres, au lieu de blesser les gens qui nous ont laissé tomber. J'ai touché la pierre tombale une dernière fois. J'espère que, où que tu sois, tu es heureux. J'espère que tu cours dans les parcs. Que tu manges des fraises et que tu chantes les chansons que tu as inventées. J'espère que tu sais à quel point tu as été aimé. Combien tu es encore aimé. Julia et moi avons quitté le cimetière ensemble. Nous sommes allés déjeuner dans un petit café. Pour la première fois en 3 ans, j'ai parlé de Grace sans pleurer. J'ai raconté à Julia des histoires sur le rire de sa fille, ses observations étranges sur le monde, son imagination débordante. On dirait qu'elle était extraordinaire, a dit Julia. Elle l'était. Elle l'était vraiment. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message, transmis par l'intermédiaire de mon avocat. Il s'agissait d'un message de ma mère, envoyé par les voies officielles, comme l'exigeait l'ordonnance de cessation et d'abstention. Mira, je sais que tu ne veux plus jamais entendre parler de nous. Je respecte cela. C'est la dernière fois que j'essaie de te joindre. Je veux juste que tu saches que nous sommes désolés. Vraiment. Profondément désolés. Nous avons échoué de la pire façon qui soit. Nous avons fait le mauvais choix, et nous l'avons payé. Nous avons perdu tout ce qui comptait. Notre fille est en prison. Notre petite fille est morte. Nous sommes séparés de toi. Nous sommes seuls, fauchés et brisés. Vous avez eu votre revanche. J'espère que ça t'a apporté la paix. J'espère que Grace est fière de ce que tu es devenu. Je t'aimerai toujours, même si tu ne peux plus nous aimer. Maman. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai effacé. Vanessa a purgé une peine de 3 ans avant d'être libérée sur parole. Je l'ai appris grâce à une alerte que j'avais mise en place pour suivre son dossier. Elle a été obligée de vivre dans une maison de transition et de travailler au salaire minimum, avec interdiction d'occuper un poste dans le domaine de la santé ou de la vente. Je ne l'ai pas contactée. Je n'ai pas assisté à sa libération. Elle m'était désormais étrangère. Liée uniquement par un ADN commun et une histoire commune qui ne signifiait plus rien. Mes parents ont poursuivi leur vie tranquille dans l'Oklahoma. La santé de mon père restait fragile. Et ma mère, m'a-t-on dit, avait vieilli de façon spectaculaire, ses cheveux étaient devenus complètement blancs, ses mains tremblaient d'une manière qui pouvait être physique ou qui pouvait être le poids accumulé de la culpabilité et de la perte. Ils avaient perdu leur enfant chéri en prison et leur autre fille à cause d'une rage justifiée. Ils avaient perdu leur retraite confortable à cause des frais de justice et de la faillite. Ils avaient perdu leur réputation, leur communauté, leur paix. Les conséquences que j'avais orchestrées s'étaient déroulées exactement comme je l'avais prévu. Ils ont souffert. Ils ont compris. Ils ont payé pour avoir préféré une fête à des funérailles, pour avoir privilégié la célébration au deuil. Pour m'avoir abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Et pourtant, alors que j'étais assise dans mon appartement par un mardi soir tranquille, 3 ans et 7 mois après la mort de Grace, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance était nécessaire. Elle avait été méritée. Elle avait été juste. Mais elle ne m'avait pas guéri. Elle n'avait pas ramené Grace.
Elle n'avait pas comblé le vide que sa mort avait créé. Ce qui avait commencé à me guérir, lentement et douloureusement, c'était de choisir d'aller de l'avant, d'aider les familles confrontées à la même situation que moi, de trouver un but à mon chagrin au lieu de m'y noyer, d'honorer la mémoire de Grace en étant quelqu'un qui crée de la lumière au lieu de se contenter de distribuer de l'obscurité. J'ai regardé la photo de Grace sur ma cheminée, celle de son 3e anniversaire, 2 mois avant son diagnostic. Elle riait, le visage couvert de gâteaux au chocolat, les yeux brillants de joie. Je me suis éloignée d'eux pour toujours, ma chérie, ai-je murmuré à la photo. Ils nous ont entendus, et je me suis assurée qu'ils comprenaient ce que cela signifiait. Le voyage de la vengeance m'a appris que les personnes qui devraient nous aimer le plus sont parfois capables de la plus grande trahison. Mais il m'a aussi appris que je suis plus forte que je ne l'ai jamais su, assez forte pour survivre à ta perte, assez forte pour détruire les gens qui nous ont laissé tomber, et peut-être assez forte pour construire quelque chose de significatif à partir de l'épave. De ma fenêtre, la ville poursuivait son rythme sans fin. Les gens vivaient leur vie, ignorant mon histoire, insensibles à mon chagrin ou à ma rage. Le monde continuait à tourner, indifférent à la perte, indifférent à la vengeance, indifférent à tout sauf à son propre élan. J'ai continué à tourner avec lui, portant la mémoire de Grace, portant le poids de ce que j'avais fait, portant la possibilité qu'un jour le fardeau puisse être ressenti moins comme une punition et plus comme un autre type de force. All right, I think that's everything. Yeah. All right, let's go. Gotta take another smoke. Only you can prevent forest fires. I think they probably go off to die alone like most animals. Yeah, but we'll see like carcasses and such of other animals, but why don't we see carcasses of bears? We see polar bears die kind of counts as seeing a normal one die. Oh, now I'm sad. I just saw him fall. I just saw him fall. It doesn't matter, I don't get the fucking winch, bro. I don't have the remote. It's on the boat. Good job. That's gonna help us so much. It is. They watched Grandpa? Bro. Alright, so if that's the case, hang on. Hang on. No, stop. Oh. Thanks. Yeet! Alright, I'll take this. I'll sit. Come on, come to Papa. Wow, our elevator got completely destroyed in that transition. Well. Good thing we weren't on that. All right. You'll be back. You have to go shower. You know, you could go grab it. Which one? Any of them and put them in the fucking thing. Like, jeez. I can only carry one and you're already gone. Yeah, but you literally... How do you expect me to make a return trip if I can't return because it's gone? My God, I swear men think so linear. Like, so linear. It's fucking crazy to me how they can't fucking fathom anything else. Just drive. I fucking hate this goddamn RV. I can't get in it. Where are you? I don't know why you have such a hard time getting into this RV. You just have to jump way before to get in. The fucking... Oh yeah, it's working out great for you, isn't it, pal? Yeah, actually, I'm in the fucking car. I found a meat patty. Yeah, we have some as well. Oh, I found a couple. I don't know where I'm going, so I hope this is right. Stop. You didn't stop. You didn't stop. You didn't stop. You never stopped. I stopped as best as I could. Stop. I stopped as best I could. Where the fuck did you even go, dude? This ramp. This ramp. Ooh.
This ramp. Ooh. I don't see the fucking car anywhere. Uh-oh. I'm Uh-oh. in the house. Uh-oh. I'm in the house. Uh-oh. What house? There's no house. Yes, there is. Oh, hey, there's a house. So you can see the house. Where are you? That's Oh, probably a haha. grandpa thing to overthink things. I found a tape. Where's the fucking car? Oh my god, you almost sent the car. I didn't almost send the car. I just stopped promptly. Hey, there's a bunch of scrap over there if you want to try to jump to that. Where? How did you bypass it? It's right here. How'd you bypass the house? It's right there. I was driving, pal. Well, that was dumb. Why would you do that? Because that's what we do in this game. Hello? Hi. What the fuck? How do I change projectile midair? What the fuck was that? Hold on, this jumpy is fucky. Oh, we don't have a grill anymore. Great. Guess I'll die. Well, no, I have one more. You said, great, we don't have a grill anymore. Now you have one more magically? That's Yep. cool. How does Amazing, that isn't work? it? Wow. Sham, wow. Alright, how am I going to place these without it falling? There we go. Oh, shit. Just stay there. And then just fucking stay there! God damn it. Just stay. No. Oh, what? I can eat this one. These jumping mechanics are stupid. I know. I can jump straight up and then change my fucking direction in the middle of the air. Nice. It's so awkward to get used to. Oh, I'm dead. Are you legitimately dead? I'm one hit. This is the most thing. This is the. This is the most thing. I had a stroke, bro. He said this is the most fun. He is Shut the fuck up. Matt says this is the most fun I have had. Thank you for the laugh. You are welcome, Matt. I'm so glad you're having a good time. Fucking jizzed on myself with lotion and it cured my burn. Oh, that's what the lotion do. Uh-oh. Oh, how'd that happen? Where is he? I'll give you one guess. Are you down at the bottom? Yeah. I asked if you were really dead and you said no. No, I just fucking died. Oh. I literally got all the way out there to the fucking thing. Oh, nice. There's some easy scraps right there. That's cool. I was on the last jump, brother. Look at his watermelon dome. Yeah, I got the watermelon hat. Wow, thank you for 100 biddies. Thank you. I'm dead. How do we get out of here? I don't know. What a great question. I found a tape at the bottom of this ravine, and I feel like it's a fucking troll. So now I want to hear what it has to say. Ow.
How doth thou get out? I don't know if we can. Actually, that's fantastic. Aha. All right. Wow, you guys, you just heard J-Rock fucking belch in your ear. I didn't know you guys could hear that. Rip Grandpa. Yep, R.I.P. to him. Of course we could hear you. What the fuck are you Grandpa. talking about? My shit doesn't, like, when I make weird little noises, it doesn't always pick it up, okay? So I didn't know that a burp would pick it up. Alright? Does that make sense to you now? No. Thanks. How am I supposed to get the fuck up? I don't think we can. I'm We're gonna... dead. There's gotta be a way. Somehow... Whoa, what? What the fuck did you do there? Whoa! Whoa! Hey, brother! Oh shit. Ow. Okay. Can I do it on this side? I can't deal. We're fucking stuck in this bitch asshole with no way to get out. Hey, Kiara, how are you? Sorry, we're very stuck